ben, bienvenue à cette keynote de fin du DevFest du bout du monde. J'espère que vous vous êtes amusés. Ouais? Un peu ou beaucoup? Beaucoup? Ouais. Beaucoup? Ouais! Eh ben, c'est super. Nous aussi, on s'est bien amusés. C'était vraiment super sympa. On va attaquer les keynotes de fin. Donc, on a deux speakers. Quand on cherchait qui avoir en keynote de fin, on s'est dit ce serait pas mal d'avoir quelqu'un qui n'est pas développeur, mais quelqu'un qui fait de la technique. On a réfléchi, on a demandé un peu dans notre cercle commun, et puis on s'est dit ce serait pas mal. Du coup, j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Patrick Zemb, gynécologue. Il n'y a aucune affiliation avec le nom de famille. Et qui va parler de comment il est venu à développer, à faire de la programmation et de l'analyse de données. Bon, bonsoir à tous. Alors, en fait, je remercie les organisateurs, mais donc, si vous avez bien compris, si j'étais sélectionné, c'est d'abord parce que j'étais assez nul en développement. Et donc, du coup, je suppose que mon expérience a un intérêt parce que, effectivement, quelqu'un qui a des préoccupations techniques, voire médicales, et qui est nul en développement, a de plus en plus besoin de nos jours d'avoir accès à ce monde opaque. Alors, donc, ça s'intitule le monitoring prénatal du visuel à l'information, à l'informatisation plutôt. Et donc, alors, je vais passer à dire, c'est bon, c'est lancé tout. C'est pas trop fort, ni le son, ça va. Alors, donc, je vous présente un peu mon équipe. Donc, on est à Lorient et on est installé à la fois en ville et à l'hôpital. Parce que, donc, en ville, on a plus de latitude pour faire éventuellement une médecine un peu moins standardisée. Et mon équipe, donc là, je suis en haut à gauche, et mon collègue qui a repris sa retraite il y a 1 an, qui s'appelle Jean-Yves Bellec, mais qui est toujours très actif dans la recherche. Et là, donc, à gauche, en bas, Pauline Lelièvre, la sage-femme qui l'a remplacée, mais qui est sage-femme, mais qui est tout à fait, qui a un rôle équivalent. Et non la moindre, en bas à droite, Karine Thomas, notre secrétaire, qui pose les fameux monitoring, et sans qui rien ne serait possible. Alors, en principe, ça marche. Voilà. Alors, il y a un effet retard, et c'est bon. Alors là, d'emblée, c'est pour poser le paysage, c'est que je suis vraiment nul en informatique. Et là, c'est un email que j'ai dû envoyer avec une pièce jointe. Panique à bord, mon Mac, il y a un pseudo-virus. Alors, j'étais rassuré. Enfin, c'est juste pour dire que l'informatique et moi, ça fait 2 au départ. Mais il paraît que c'est justement ça qui va vous intéresser plus. Donc, alors, là, voilà. Et voilà, le but, le survol, c'est qu'à la fin, je sois capable d'écrire un truc comme ça sans qu'on me souffle. Et donc, évidemment, ça représente un rêve pour moi. Je suis plutôt à l'arrêt par rapport aux kitesurfers et autres. Alors voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, monitoring. D'abord, j'ai parlé de monitoring sans présenter. En fait, pour parler savant, c'est un transducteur à ultrasons. En gros, on va enregistrer le rythme cardiaque du bébé avant l'accouchement, avant la naissance, notamment dans le dernier trimestre. Et du coup, c'est un appareil qui marche un peu comme les mammifères marins se repèrent dans l'eau. En fait, ils envoient des ultrasons, ils font un genre d'échographie, et ça se réfléchit sur des surfaces qui font écho. Et donc, en recevant les échos, en les analysant, les mammifères marins savent ce qui se passe. À la limite, ils peuvent enregistrer, savoir le battement cardiaque de la proie qu'ils vont avaler. Mais enfin bon, ça c'est une analogie. N'empêche que le monitoring fonctionne comme ça. Alors là, donc brièvement, vous avez les 2 photons sont superposés, mais c'est 2 bureaux différents. En bas, ici, voilà, vous avez l'appareil qui enregistre alors la fréquence cardiaque instantanée. Là, il y a avant-hier une patiente que j'ai désignée volontaire pour la photo. Et voilà son bidon. Donc là, c'est le capteur du rythme cardiaque qu'on essaye de placer en face. Et là, il y a un autre capteur pour les contractions éventuelles. Là, c'est l'appareil qui enregistre la fréquence cardiaque, et entre 2 battements cardiaques, ça ne vous surprendra pas, évidemment. Mais moi, ça m'émerveille toujours. Il suffit de 2 battements pour calculer ce qu'on peut appeler la fréquence cardiaque instantanée.
Et donc, ça peut faire une courbe que vous allez voir tout à l'heure. Et alors, donc, dans l'autre bureau, il y a cette... Oh mince, oups là, excusez-moi. Ah, voilà. Et donc là-haut, donc il y a l'ordinateur qui, d'ailleurs, on ne le voit pas bien, mais c'est le monitoring que vous allez voir. Et là, c'est notre appareil de centralisation des données. Voilà, c'est juste pour vous présenter le contexte. Alors, on a mis la définition Wikipédia. Donc, ça enregistre le rythme cardiaque fœtal pour la grossesse et ou l'accouchement. Alors ça, c'est un exemple de rythme. Enregistré, là, ça doit faire à peu près 1h15. Et là, c'est intéressant, celui-là, on l'a choisi parce qu'il y a les 3 états comportementaux. Alors, dans les 10 premières minutes, il y a ce qu'on appelle le sommeil actif. D'ailleurs, je crois que c'est une diapo, voilà. Et donc, ce qui correspond à peu près au sommeil paradoxal, là où on fait les rêves, dans la vie postnatale. Il y a l'équivalent, ça s'appelle le sommeil actif, c'est d'ailleurs l'état prédominant. Ensuite, vous avez là, ça devrait pas, le sommeil calme, qui est l'équivalent du sommeil lent profond chez l'adulte. Et après, vous avez l'éveil, qui est l'équivalent de l'éveil chez l'adulte. D'ailleurs, quand un adulte s'endort, quand les gens rentrent pour des tracés de bilan de sommeil, on repère quand une personne s'endort à peu près sur les mêmes critères. Excusez-moi, je vais revenir juste une seconde. C'est en bas, c'est les fameuses contractions. Donc, vous voyez, les soulèvements de la courbe du bas, c'est les contractions. Alors, la fréquence cardiaque du fœtus est aux environs de 140, ce qui est très différent de notre fréquence cardiaque à 60-80. Mais c'est la fréquence normale. Donc là, ça va, j'ai pas trop... Alors, on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Alors, le principal danger qui guette le fœtus en fin de grossesse, c'est le manque d'oxygène. Et malheureusement, ça peut aller jusqu'à la mort du fœtus dans à peu près 0,5 à 3 pour 1000 des grossesses, même des grossesses dites à bas risque, et c'est une des principales préoccupations. Non seulement la mort, mais éventuellement, l'enfant peut avoir des séquelles du manque d'oxygène en restant en vie. Et ça, c'est de loin la principale préoccupation en obstétrique. Il faut savoir que jusqu'à présent, les critères de manque d'oxygène sont quand même un peu rudimentaires. C'est-à-dire qu'on a un seul critère vraiment bien documenté, que j'ai appelé ici, pour pas compliquer, la léthargie permanente. C'est facile à comprendre. À la limite, quand on est en état de survie, on essaye, ça fait penser à une image qui me vient sur le moment, à Tintin qui revient de objectif, on a marché sur la Lune, à un moment il y a un manque d'oxygène, donc ils essayent de se calmer au maximum. C'est exactement ce que fait le fœtus. Donc léthargie permanente, et en termes techniques, on dit que la variabilité est basse, mais peu importe. Et il n'y a que ça comme critère de manque d'oxygène vraiment documenté. Alors sur la diapo suivante, elle est vraiment capitale. Là, je vous présente 2 tracés qui sont normaux. Alors il y a des tas de nuances qui permettent, c'est plutôt en bas un bébé dodu, mais peu importe, l'autre est un peu plus fluet là-haut. Et il y a des histoires de consommation de sucre par la mère qui sont derrière, ou de diabète sous-jacent, mais peu importe. Ce que je vous propose juste, c'est d'admettre que les 2 tracés sont normaux, mais c'est des variantes de la normale. Et ce que je vous demande juste éventuellement de prendre en considération, même sans être médecin, je pense que vous allez me dire, mais je pense qu'intuitivement, c'est même assez évident. C'est que quand on baisse l'oxygène sur le tracé du haut, vous voyez qu'il n'est pas léthargique, mais il est quand même assez ténu. Et donc la variabilité, elle est basse, de base, quand le bébé va bien. À ce moment-là, quand on coupe l'oxygène, on va facilement avoir... C'est mon timer qui... Donc là, ça va être bon. Alors, donc, on va facilement avoir un tracé léthargique sur la courbe du haut. Et donc, du coup, la méthode classique de diagnostic du manque d'oxygène va être fiable. Alors que dans la courbe du bas, quand on baisse l'oxygène, eh ben, on conçoit intuitivement que malheureusement le bébé pourrait déjà être en situation de danger extrême, voire de mourir, avant d'avoir entre guillemets un tracé inquiétant au sens classique. Donc on voit bien qu'il y a une contradiction de base dans le principe de la méthodologie d'évaluation du statut du fœtus. Alors voilà, et du coup, il se trouve qu'il y a une douzaine d'années, avec du fait d'une suite de circonstances, j'ai pu, je pense en tout cas, voire j'en suis sûr, mais bon, ça reste entre nous, découvrir comment ça se passe, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe quand la variabilité de base est haute et que l'oxygène vient à baisser, il y a une séquence hallucinante. Donc ça, c'est un rythme assez classique, comme je vous ai montré, mais là, c'est vraiment bizarre.
et en agrandissant, vous allez voir encore mieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une alternance d'une agitation paroxystique qui est là. Et bon, elle ne paraît pas considérable comme ça, mais en contraste. Et après, il y a une léthargie paroxystique, mais je ne sais pas si vous remarquez, le pouls, en fait, en créneau, il y a un pouls plus rapide et plus lent, mais en créneau. Donc c'est tout à fait paradoxal, et c'est typique du fait que la vie fœtale est très différente de la vie postnatale. Et donc là, on est persuadé, on a des tas d'arguments pour dire que c'est le chaînon manquant pour faire le diagnostic de manque d'oxygène dans ces cas-là, donc au fond dans tous les cas, parce que si on arrive à faire le diagnostic de manque d'oxygène quand la variabilité initiale est haute ou basse, ben on peut tout diagnostiquer. Alors là, c'était juste... Voilà. Donc ça, c'est un autre cas de différence paroxystique. La léthargie paroxystique, agitation paroxystique, c'est sans transition, comme on dirait. Alors là, c'est mon rêve, parce que je rêve de donner un indice. Parce que pour l'instant, ça, intuitivement, c'est très sympa. Visuellement, c'est tout aussi évident. Sauf qu'en médecine, il faut donner un chiffre. Quand vous avez une glycémie, il faut donner voilà, le critère. Donc, la variabilité classique, il y a un critère objectif. Il faut un critère objectif. Alors là, c'est un coup de chapeau, parce que j'ai eu la chance en fait, d'être en contact avec le mathématicien qui s'appelle, sans la prononciation, Hernani Goncalves, c'est un Portugais, et donc qui est là. Et pendant presque 10 ans maintenant, on a collaboré ensemble, mais j'ai la chance de grappiller un peu de son temps, et puis il a fait la programmation sans que j'ai accès à quoi que ce soit. Et il m'a sorti en gros cette analyse-là, qui est assez complexe avec de l'entropie, je vous passe le détail. Là, il y a la variabilité à très court terme. Là, vous voyez ici, évidemment, c'est difficile du fond de la salle, mais il y a une alternance tout à fait typique de léthargie paroxystique et d'agitation paroxystique. Mais quand il fait la variabilité qui est là, en fait, la courbe, ça donne rien. Donc, c'est le bide. Donc, voilà, je suis nul en progression, je connais rien en informatique, j'ai un truc capital qui peut sauver des tas de vies, qui est évident visuellement, et pour l'instant, aucun moyen de le mettre en évidence. Et voilà. Donc, il y a, effectivement, je suis obligé de rentrer dans la programmation, mais étant nul au départ, c'est pas facile. Donc, j'ai différentes perspectives qui s'offrent à moi. Et donc, comme c'est marqué là, c'est la fusion de deux mondes très différents au départ. D'ailleurs, notre réunion de ce soir, c'est un peu pareil. Alors, je vous cite juste une phrase, parce qu'à mon avis, celle-là est très importante, et pour vous, programmeurs. Il se trouve que vous êtes dans un secteur qui est en plein développement, c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux à une journée comme ça. Mais effectivement, par exemple, il y a 2 chaires au Collège de France, qui est vraiment l'institution universitaire la plus prestigieuse en France, et il y a 2 chaires, dont la dernière, 2018, c'est Stéphane Malat. Et dans sa leçon inaugurale, qui est en janvier 2018, il y a une phrase qui est absolument hallucinante. Et je ne sais pas si même vous êtes au courant. Donc ce qu'il dit, c'est que le progrès de la science des données, il y a finalement 2 approches. Une approche mathématique, alors les variabilités, etc., qui va essayer de comprendre les conditions dans lesquelles il est effectivement possible ou pas de généraliser. Et de l'autre côté, une approche un peu plus expérimentale, informatique, qui va consister à développer des algorithmes efficaces pour résoudre ce problème. Mais la chute de mon histoire et de la sienne vient là. Il est évident que ces 2 approches sont en interaction constante, et surtout là, et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en ce moment, eh bien, l'informatique a une avance considérable. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes remarquablement efficaces qu'on comprend très mal d'un point de vue mathématiques, ce qui veut dire que c'est une très belle opportunité pour les maths. Je ne sais pas si vous êtes en train de regarder, le gars, c'est une tête en mathématiques, c'est tout juste s'il n'a pas eu la médaille Fields quand on voit le gars, quand il fait ses cours. Et lui, il dit que l'approche informatique pour résoudre le problème de sciences des données a une avance considérable et qu'il y a des algorithmes qu'on comprend très mal. Donc je ne sais pas si... là, bon, peut-être dans les questions, vous me direz si pour vous, je dis une évidence. Mais pour moi, ça ne l'était pas. Donc, en pratique, l'approche mathématique, j'ai la chance d'être en contact avec Tariq El Arbaoui, qui a développé, enfin, c'est les Espagnols au départ qui ont développé une version de R qui s'appelle sur la variabilité, donc pour l'approche classique. Et pour OVH, donc depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, j'ai la chance d'avoir une opportunité. Je n'ai pas débordé là? C'est bon? À peine.
Voilà. Et ben, j'arrive à la conclusion, c'est que en 1 an et demi quand même, j'ai réussi à approcher le langage. Parce que ce que vous voyez là, ce qui était du chinois pour moi au départ, j'en comprends quand même globalement la signification. Et en faisant des essais ici, donc là vous voyez, je vous fais pas un dessin puisque vous connaissez ça bien mieux que moi, mais quand même j'arrive à me débrouiller dans cette algèbre-là. Et après, quand on fait visualiser, là je vous montre juste quand même, c'est pas... Là c'est, on va dire, d'ailleurs, non seulement on va dire, mais c'est vrai, en fait c'est une variante de sommeil calme. Mais c'est l'ordinateur qui a diagnostiqué la période de sommeil calme, ce qui est déjà un peu de la science-fiction. Parce que pour l'instant, aucune équipe au monde a réalisé, a automatisé le diagnostic des états comportementaux. Voilà. Donc, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et si vous avez des questions, je ne sais pas si dans cet aspect pratico-pratique, est-ce que dans votre pratique, vous avez beaucoup de questions concrètes à résoudre comme celle-là ? S'il y a des questions, je vais faire passer le micro. Levez la main s'il y a des questions, ou sinon on passe à la... Ouais. Je vais courir un petit peu. Oui, tiens. Hop là, pour que tu répondes. Ah ouais. Merci. Non, reste assis. J'ai entendu une petite confusion dans la salle quand on a vu le dernier slide avec le langage qu'on est censé tous comprendre. Qu'est-ce que c'est? Ah pardon. Oui, donc c'était le langage Warp 10, qui est donc ce que j'ai cru comprendre, c'est développé par OVH, mais sur Citizen Data qui a fait le langage, qui a la plateforme Warp 10, qui est un peu diffusée par OVH. Par contre, ouais, je peux faire juste une parenthèse. Je voulais juste dire qu'il y a un autre aspect qui peut vous intéresser juste à titre intellectuel, c'est l'explication des maladies postnatales. Il se trouve que là, je vous ai parlé uniquement de mieux comprendre comment va le fœtus, mais il se trouve qu'on est en train de comprendre que la vie du fœtus, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment le début de la vie et qu'il y a un certain nombre de choses dans la vie postnatale qui étaient incompréhensibles et qui deviennent compréhensibles une fois qu'on est en train de mieux comprendre la vie du fœtus. Et je donnerai juste un exemple précis, c'est la mort subite du nourrisson et l'apnée du sommeil. En fait, pour l'instant, la mort subite du nourrisson n'a été considérée jusqu'à présent que comme une maladie incompréhensible. Ça ne marche plus à un moment donné. L'apnée du sommeil, même topo. Mais il s'avère qu'on a de plus en plus d'arguments pour dire que c'est juste des résurgences de phénomènes qui étaient tout à fait normaux, voire salvateurs au niveau du fœtus. Je m'excuse, ça paraît un peu à côté, mais pour comprendre l'incidence pratique, parce que là, je me pose des problèmes pratiques. Merci.